Jean Désy, bonjour. Enchanté. Hey, bien bonjour, puis je suis très content de te revoir. Moi aussi, un vrai plaisir de se revoir pour le Salon du livre de la Côte-Nord, parler du territoire, surtout de ton livre, ce magnifique recueil de poésie « Je ne mourrai pas », publié chez Mémoire d'Encrier. Moi, dès les premières lignes, quand je lis le prologue, et on peut lire, c'est un des sujets les plus difficiles de ma vie que j'ai décidé d'aborder. Je me suis dit, bien, pourquoi avoir décidé d'aborder la mort si c'est si difficile, même souffrant? En fait, probablement que l'angoisse existentielle m'habite depuis que je suis flot. J'ai tenté, puis en tout cas, je ne veux pas faire de l'égotisme, là, de vivre ma vie avec aventure, mais je me souviens que le rapport à l'au-delà, comme au néant, me préoccupe depuis que je suis enfant. Puis j'écris, j'ai vécu, je continue à vivre, je ne suis pas mort, mais c'est certain que ces années-ci, là, cette préoccupation-là est devenue plus intense. Quand j'ai commencé à écrire Non, je ne mourrai pas, le titre de travail, c'était Requiem dans la toundra. Il n'y avait pas encore de COVID. J'ai passé presque 7-8 mois à travailler là-dessus. Puis j'étais tanné de travailler sur un texte qui parlait du rapport à la souffrance mourante ou à la mort, mais en fonction aussi de qu'est-ce qui se passe, d'où on vient, est-ce que c'est le néant, est-ce qu'on est appelé vers le néant, qu'est-ce que l'au-delà, dans le rapport au divin, etc. Fait que finalement, là, la chance que j'ai eue, c'est Rodney a pris ça à cœur, Rodney Saint-Éloi, mon éditeur. 2, c'est lui qui a trouvé le titre. C'est un extrait de psaume, ça. Lui, Rodney, ce que j'ai su, je peux dévoiler ça, là, il connaît tous les psaumes par cœur parce que quand il était petit en Haïti, il allait à la messe à tous les jours avec sa grand-mère. Fait que c'est ce qui me révélait, là. C'est que Non, je ne mourrai pas, c'est un titre plus choc, d'une certaine manière, que Requiem dans la toundra. C'est que... Puis une fois que c'est fait, puis après ça, bien, parce que ça se passe dans le Grand Nord, dans la toundra, et que ça se situe dans un monde que j'aime profondément, puis en même temps, bien, ça s'appelle Non, je ne mourrai pas, là. Il y a comme une histoire, là, c'est un conte-poème. Hein. Bien là, c'est moins totalement insupportable comme écriture que seulement être dans la seule mort. Mais une écriture, c'est la poésie qui s'est imposée aussi, parce que ça, c'était pas clair au début. D'aborder la mort, c'était clair, certainement, c'est un choix, oui, c'est un choix, qui a été fait. Raison. Mais la poésie s'est en fait, imposée. Ce qui m'a sauvé, en tout cas, je pense, c'est que au lieu de faire un récit habituel ou un roman ou d'écrire en prose avec sujet, verbe, complément, puis un point, puis des points-virgules, puis un personnage, puis la forme poétique, le fait de mettre ça en vers, c'est certain que ça a donné un rythme, une rythmicité. Puis ça m'a permis aussi d'éviter des pièges qui existent dans la forme prosaïque, des longueurs où il apparaît quelque chose, un personnage qui prend sa place. Là, sur le mode poétique, c'est une des qualités que je trouve avec l'écriture poétique, c'est qu'on est comme, c'est plus... il y a comme une accélération du processus de mise en forme là, de l'histoire. Et là, ils sont apparus des choses que je n'avais pas prévues. Donc, la présence dans la psyché du personnage qui se meurt les 2 jambes cassées, d'une louve, d'une ours blanc, une ours qui s'en vient allaiter en dessous du traîneau, là, la ramoutique, en inuktitut on dit ramoutique. Puis là, c'est plein de lait, là, puis il y a le bébé ours qui allaite, là, puis en tout cas, ces fantasmes-là, bon, ben là, ont été plus possibles grâce à l'écriture poétique, je pense. Mais une fois se dit, on pourra en parler longtemps, c'est quoi la différence entre l'écriture prosaïque et l'écriture poétique? Mettons là, que je suis agréablement surpris de voir que, tiens, ça suscite de l'intérêt, là, mais je suis content que ce soit un conte-poème ou un recueil de poésie. Parce que sous une autre forme, ça aurait été autre chose, ça, c'est certain. Bien, c'est clair. Puis de la façon dont on doit ou on est habitué de parler de la mort aussi, là, il y a peut-être quelque chose dans le rapport au territoire, qui est notre territoire intérieur, qui a peut-être atténué un peu l'idée de souffrance. Ah, j'aime ça beaucoup. De planter ça dans le Nord, dans Nunavut. Puis en même temps, moi, le Grand Nord, la toundra est le lieu où mon âme a volé là, avec le plus de facilité. Je le dis souvent depuis longtemps, là. C'est pas vrai pour tout le monde, puis je dis pas que tout le monde doit aller se promener en motoneige jusqu'à Coudjouac, là, mais puis après ça, ben là, ici, on n'est pas loin de la base Côte-Nord. Il n'y a pas une immense différence entre la géographie et le territoire de la base puis la moyenne Côte-Nord, puis ce qui est au sud de Coudjouac. C'est pas la toundra, mais il y a des zones de toundra. Mais comme tu le dis bien, c'est certain que le rapport au territoire
Puis le territoire intérieur, le territoire extérieur, c'est que Ouais. la toundra sans arbres finit par avoir une importance majeure dans ce qui se passe dans le territoire intérieur du narrateur puis du lecteur ou de la lectrice. Là. C'est que c'est pas anodin, ça. Puis j'ai l'impression que la littérature existe lorsqu'elle nous met en scène à un endroit précis, sur une rivière. La littérature existe pour qu'on puisse plonger dans nos propres territoires intérieurs. En fait, peut-être que ça a finalement plus d'importance qu'on vit dans notre territoire intérieur ou nos territoires intérieurs que le seul territoire extérieur. Et en tout cas, il y a un lien qui n'est pas anodin. Non, qui n'est pas anodin du tout. Mais est-ce que c'est pour ça que c'est un choix que ça a été d'aborder la mort là, dans le Nord, dans quelque chose comme la toundra qui est le néant, parce que vous faites vraiment la différence entre le vide et le néant. Donc ça, cette subtilité-là à l'intérieur de ce territoire-là, puis avec le fait que la mort aussi, pour plusieurs, c'est la fin, mais en fait, c'est pas un aboutissement là, quand on vous lit. Bien, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que grâce au Tao Te Ching de Lao Tzu, que j'ai mis à l'étude depuis au moins 10 ans dans mes cours de littérature, qui fascine toujours mes étudiants, c'est le Tao Te Ching, là, une œuvre, un texte sacré d'origine orientale de Lao Tzu, où on fait la différence majeure entre le vide, qui est nécessaire au plein, et le néant. Il ne faut vraiment pas se mêler, puis vide égale pas néant. Le néant est un mot comme un espace absolument terrifiant. Le vide fait partie, d'un point de vue terroriste, en fait, sans le vide, le plein ou l'être n'a pas sa place. En fait, c'est l'être et le non-être, donc le plein et le vide. Puis, pour revenir à ce que tu disais, c'est certain que moi, dans mes expériences d'aventurier, grâce au métier que je fais qui me permet de me promener, le métier premier, là, en fait, ma vocation, c'est d'enseigner, là, mais je pratique la médecine depuis 43 ans. C'est ça qui me permet de me promener. Partout sur le territoire, Ben, oui. En fait, je suis à la Côte-Nord puis dans le Grand Nord, là. Mais c'est vraiment dans la toundra où, pour la première fois de ma vie, puis encore maintenant, que j'ai le sentiment, mais très ésotérique, que c'est là que j'habite avec le plus d'intensité le pays, le territoire. C'est qu'une fois se dit, c'est certain que, advienne que pourra, là, c'est pas moi qui mène ma vie ni mon destin, mais à choisir entre mourir dans un CHSLD atteint par la COVID dans ma couche, puis de mourir en expédition dans le Grand Nord en canot à Banskidou, je choisis le Grand Nord. C'est clair que c'est le Grand Nord. Puis Moi, c'est clair. c'est cette aventure-là, parce que c'est comme ça un peu que vous la décrivez aussi, une aventure qui a été souffrante. Mais est-ce que ça a été souffrant de penser à vouloir l'écrire ou même de l'écrire et de la vivre un petit peu à travers cette poésie-là, Ben ça, c'est puis bien. le personnage? En fait, ça a été souffrant parce que réfléchir sur ce concept de la mort, je ne suis pas certain qu'on peut prendre ça à la légère. Là. Il y a une certaine forme de souffrance mentale, de réflexion. C'est pas rigolo. Tu sais, si on écrit sur, je sais pas, moi, avec les ados puis mes étudiants, là, je fais des blagues de caca. Là, on sent que les blagues de caca avec mes étudiants en médecine, là, ça passe, puis c'est pas très souffrant. Mais il y a d'autres sujets qui sont nettement plus fragile, délicat. Oui, qui touchent à notre fragilité. Puis, mais ce que je dois dire aussi, c'est que la souffrance réelle de ceux qui font des expéditions, ceux qui vont en bateau, la souffrance d'un pêcheur, tout est relatif. Là. Je ne dis pas qu'il faut être sadique ou masochiste puis se faire souffrir pour le fun en se flagellant. Mais moi, j'aime beaucoup faire du ski de fond. Je fais du canot dans des rapides, là, entre autres avec ma dernière, là, ma plus jeune, là, Marie. Le fait de se mettre en situation de relative et réelle souffrance, ça donne de la qualité à la vie. Je dis ça parce que ce qui nous est envoyé comme message par le monde contemporain, particulièrement dans ces temps covidiens-là, c'est ne souffrez pas, n'acceptez pas la souffrance, restez tranquille dans votre appartement, bien à l'abri, faites commander la pizza, puis attrapez pas de microbes. Souffrez pas, mais moi, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est vivez pas. Je caricature toujours un peu, là, mais moi, je pense que... puis plus on est sur la Côte-Nord, plus on est loin, plus on est dans le Nord, plus il y a des cabanes, plus il y a du monde qui font vraiment une activité sur la mer ou dans le bois, plus on est proche de ce que je considère comme la vraie vie. Il y a un autre type de vie seulement intellectualisée ou très à l'abri en apparence, momentanément dans une ville,
qui s'éloignent ou qui n'acceptent pas la réalité puis la véracité de la souffrance, mais qui finalement finit par pas avoir de qualité. Je ne veux pas qu'on en parle trop longtemps, là, mais le monde du web, la webinisation, comme j'appelle, j'écris un roman depuis 6 mois, là, le monde de la distanciation, le monde de l'artificialité est extrêmement utile, mais il y a des limites à être si loin les uns des autres qu'on ne reçoit plus les autres. C'est vrai qu'ils ne nous achalent pas beaucoup, là, on ne les sent même pas, mais il faut se demander si ce n'est pas une fausse vie à laquelle on participe, jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Oui, mais cette vie-là, justement, vu le contexte dans lequel vous avez écrit « Non, je ne mourrai pas », est-ce que cette aventure d'écriture-là vous a donné à vous aussi un autre regard sur votre propre vie ou sur votre propre mort? Un autre regard, je ne sais pas. En fait, c'est lié à l'activité d'écriture. Hein. T'écris, moi j'écris souvent, j'aime écrire des lettres. Mm-hmm. J'écris beaucoup de poèmes depuis quelques années. Le Facebook me sert à écrire des poèmes. J'en publie quasiment un par 2-3 jours, mais c'est des poèmes de premier jet là, qui ont plus ou moins de qualité. Là, mais le lien, je parlais contre le web, là, mais le lien affectueux du web, là, quand tu as 265 personnes qui disent hey, « merci beaucoup pour le poème », c'est un peu stimulant. Là, tandis que quand tu publies un recueil de poésie, tu travailles dessus pendant 1 an, ça te prend 1 an avant de le publier, puis c'est dans l'année qui suit que tu as parfois quelques commentaires ou tu participes à une soirée. Peut-être que sur les réseaux sociaux, il y a moins place à la nuance que lorsqu'on s'installe. Mais il y a quand même une diffusion majeure. C'est certain que c'est pas négligeable du tout. Mais, non. Mais c'est certain que l'entrée ou c'est vrai pour tous les artistes, là. Il y a les écrivains, il y a les comédiens, il y a les musiciens. L'entrée en soi-même, grâce à une modalité artistique, nous change. Est-ce que ça nous change toujours? Est-ce que ça nous révèle des choses à nous-mêmes qu'on ne s'était pas révélées? Oui, parfois peut-être. En ce qui me concerne, je dirais que je ne sais pas trop. Est-ce que non, je ne mourrai pas, ça m'a rassuré vis-à-vis de ma mort éventuelle? Non. Est-ce que j'ai aimé réfléchir sur le vide et le néant? Oui, ça, j'aime ça réfléchir, mais ça, on sent que c'est une activité intellectuelle qui n'est pas liée au danger lui-même de la mort. À ce compte-là, écrire, c'est fascinant. Partager la littérature avec des étudiants ou des lecteurs, c'est fascinant. Moi, je vais t'avouer que ce qui m'anime le plus, c'est de savoir qu'au mois d'avril, là, dans quelques semaines, je vais descendre la rivière Bois-du-Nord où est ma cabane avec ma fille en canot. Dès que les glaces partent, quelques jours après le départ des glaces, on descend toujours la rivière en canot. Il y a un certain danger, c'est trippant. Là, mon sentiment de vivre et même de découvrir des aspects de moi est plus grand. Ah oui, encore? Dans des moments... Parce que je veux dire, c'est pas la première rivière que vous Non, allez mais ça fait rien. Mais sauf que c'est comme quand on va... c'est comme un voyage qu'on refait tout le temps au même endroit, selon les saisons, selon le début de la rivière, selon la lumière, et jamais le même. Là. On n'est pas obligé de faire le tour du monde 25 fois pour aller loin en soi-même, comme dans le pays. Là. Mm-hmm. Mais moi, mon sentiment, c'est que mon existence est vraiment magnifiée par l'expédition ou l'excursion en nature. C'est comme si l'écriture venait comme mettre comment dire donc? Une mémoire à ça. Une mémoire, étayer quelque chose mon expérience. Qui tient de l'immortalité aussi. Quand on écrit... mon Dieu, quand on écrit, il y a quelque chose qui reste, il y a quelque chose qui demeure de ce qu'on est et de ce qu'on a été. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant. Mais si, je parle pas juste pour moi, là, si un écrivain ou une écrivaine écrit parce qu'il veut devenir immortel, il y a des dangers qu'il soit vraiment déçu. Tu sais, je veux dire, J.K. Rowling, là, elle a vendu 1,2 milliard de livres, je ne sais pas pourquoi. D'après moi, là, puis mes étudiants sont des fans souvent, là, puis je connais plein d'enfants de 9 ans qui ont tout lu. Ils sont des fans aussi. Je pense qu'elle n'avait pas trop de prétention, elle écrivait. Puis tout d'un coup, ça a marché. Ouais. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas si grave que ça. En fait, la prétention de vouloir être immortel ou amortel ou d'être célèbre, c'est dangereux à mort. Quand on est un artiste, un écrivain ou un comédien ou un musicien ou quoi qu'on fasse comme activité artistique, l'idée, c'est de partager avec le plus de joie ou d'intensité possible un sujet, le maîtriser le mieux qu'on peut, si on fait du théâtre ou si on écrit une pièce de théâtre, en espérant que ceux et celles qui sont les spectateurs, les lecteurs,
vont participer à leur manière, avec leur psyché comme leur histoire, à quelque chose qui les amène quelque part où ils n'auraient pas pu aller autrement. Puis après ça, tout le monde ne peut pas faire de la motoneige sur 6000 km parce qu'il y en a qui n'ont pas de fric pour avoir la motoneige, puis après ça, c'est fatigant. Mais comme moi, j'ai rêvé toute ma vie de faire l'Everest. Mais j'ai fait le Mont-Blanc avec Michel, mon fils, puis je suis allé à 5500 mètres dans l'Himalaya, là, mais je ne ferai pas l'Everest. Mais quand je lis un récit de quelqu'un qui a fait l'Everest à 8800 mètres, tiens, il y a quelqu'un qui a vécu ce que je n'ai pas pu vivre, mais qui me le fait vivre. Puis il y a des récits extraordinaires qui, finalement, remplacent pas ma vie, mais la complètent. Oui. Peut-être que la littérature sert à ça. Quelque chose de vivant en vous, en tout cas. Oui, puis en même temps, ça agrandit le sens de vivre, mais ça dépend de la qualité. Là, comme un de mes auteurs, mon film fétiche, moi, c'est Into the Wild. Puis ça a été écrit par John Krakauer, un journaliste qui avait écrit Into Thin Air, une expédition dans l'Everest, dans l'Himalaya, où là, il y avait eu 12 morts à cause d'une tempête en descendant. Puis Into the Wild, là, le jeune homme meurt dans son autobus, là, il est empoisonné. Mais moi, là, j'aurais voulu écrire ce récit-là. Je m'identifie au jeune homme là, dans son sens de la liberté. Là, il brûle son fric puis qu'il se retrouve nowhere en Alaska. Je suis allé en Alaska plusieurs fois à cause d'Into the Wild. Là, puis, la dernière fois, c'était avec Marie, ma fille. Là. Mais l'esprit, c'est que il y a quelqu'un qui va assez loin dans le récit, qui me fait voyager moi. Puis c'est pas nécessaire de mourir dans un autobus au bout de sa vie. Là, pour être mais capable de vivre. c'est intéressant en ce sens-là. C'est que je réfléchis à voix haute, là, mais peut-être que l'activité artistique ou littéraire a du sens dans la mesure où ça décuple notre vie. Puis il y a des limites à passer 100 heures par semaine assis à lire. Là, on s'en fera. Mais si quelqu'un ne participe jamais à cette activité-là, il se prive de stimulation majeure. Puis aussi, tout le monde ne peut pas traverser l'Atlantique 6 fois en bateau. Tout le monde ne peut pas... non, ça, il y a ça des prend limitations. plus qu'une vie. Ouais, C'est comme si la littérature est un agrandisseur de vie. Permet l'agrandissement de la vie. Un multiplicateur de vie. Oui. Pas un agrandisseur, mais puis, en tout cas. on pourrait statuer pour créer le mot. Là. En tout cas, mettons que... Absolument. Ça nous donne plus de place à avoir plus qu'une vie, peut-être, ou en tout cas, oui, ça fait partie sûrement de la psyché humaine liée à cette angoisse de la mort, de ne pas juste vivre une petite vie réfrénée, plate. Parce que des gens qui ont des handicaps, là, moi, j'ai eu une patiente, une des plus remarquables patientes que j'ai eues dans ma vie, c'était une fille du Havre-Saint-Pierre qui était aveugle, qui est morte au bout de son diabète, mais toute jeune. Mais là, il y a eu une espèce de... Ils ont écrit un livre. Là. En tout cas, il y avait des centaines de personnes qui sont venues la voir à l'hôpital. Là. Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle était très handicapée. Elle chantait. Là. Puis je parle d'elle souvent à mes étudiants en médecine parce que, waouh, c'est pas parce que tu as un handicap que tu dois te laisser mourir. Que tu es limité. C'est pas drôle. Je connais pas personne qui veut devenir aveugle. Là. Mais en tout cas, on sent que voici une histoire qui est littéraire en soi. Son handicap et sa manière d'être aussi sereine face à ça, bien, probablement agrandit le sens de la vie à tous ceux qui diraient ah, ça va mal. Là. Je veux dire, mon enfant, je sais pas, moi, il n'est pas fin à l'école. Mais oui. Oui, c'est ça, de se replacer aussi avec ce qu'il y a de beau ou ce qu'il y a peut-être de plus difficile dans la vie des autres. Oui, puis c'est pas toujours beau. Comme la littérature qui me fascine n'est pas une littérature de superficialité qui arrête pas, qui nous dit sans cesse c'est beau, c'est beau. Non, c'est dur, c'est souffrant, c'est dangereux. Mais essentiellement, accepte de la vivre. Puis aussi, grosso modo, là, mais je pense qu'il faut se convaincre qu'il faut la vivre avec le plus d'amour possible. Là. Si on la vit avec le plus de hargne possible, en fait, ces littératures-là ne sont pas si fréquentes. Comme moi, je le dis là, à mes étudiants en littérature depuis quelques années, j'insiste sur certains livres sacrés. La parole sacrée évoquée dans le Tao Te Ching de Lao Tzu ou dans les évangiles de Saint-Luc ou dans la Bhagavad Gita ou dans le Coran possèdent sont des entreprises littéraires, à mon sens, mais qui donnent de la force au lecteur comme ça se peut pas. Comme certains livres le font, mais pas beaucoup de livres. Ou des territoires aussi. Oui. Le territoire qui nous donne de la force. Parce que tout à fait. Là, depuis tantôt, vous dites, je veux dire, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes un voyageur, vous êtes un aventurier, mais qu'est-ce qui fait
que c'est toujours dans la toundra, que c'est toujours dans le nord, que c'est toujours là où vous revenez à être non seulement vous, mais votre âme qui s'élève. Bien, ça, c'est particulier Les deux à pieds moi. sur Puis terre en jamais même temps. je voudrais que tous les Montréalais se mettent à aller seulement aller dans le toundra, là, mais j'ai découvert en bougeant que j'avais une fonction nomade développée. En fait, c'est grâce aux Inuits puis aux Cris que j'ai découvert ma fonction nomade. Puis c'est certain que ça m'anime à ce point que mon sentiment de vivre est décuplé, centuplé si je suis en expédition dans le nord. Je suis prêt à vivre le sud ou une maison ou, parce que j'enseigne à Québec, mais mon sentiment de vivre a besoin d'être exalté. C'est que la littérature, c'est certain que ça vient comme... j'ai écrit un petit roman qui s'appelait Le coureur de froid, là. En fait, j'ai écrit Le coureur de froid. C'est un personnage qui part de Coudjouac pour aller à Shefferville, puis il se plante en motoneige. Mais parce que moi, j'ai fait un voyage en motoneige autour du Québec, puis on a manqué d'essence entre Coudjouac et Shefferville. On n'est pas devenus ni riches ni célèbres, moi puis mon chum Jean-Benoît, puis on est revenu à Coudjouac. C'est que j'ai écrit un roman pour poursuivre le voyage, que je ne poursuivrai jamais. C'est qu'il y a un roman qui a remplacé ma réalité de voyage. Ouais. C'est que là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? En tout cas, je pense que les lecteurs ou les lectrices aiment la littérature aussi à cause de cette espèce de zone grise où on ne sait pas si on est dans la vraie vérité réelle de la réalité implacable ou si on n'est pas dans une zone intéressante. Là. C'est quoi qui est vrai? C'est quoi qui n'est pas vrai? Il y a un jeu autour de la fiction, de la réalité, de l'autofiction. J'aime ça beaucoup, moi. Puis en même temps, là, on est dans la littérature contemporaine joue beaucoup là-dessus sur la valeur de l'autofiction. Je m'invente, lisez-moi, faites quelque chose avec le texte. Peut-être que tout est vrai, peut-être que j'ai inventé un... En tout cas, c'est intéressant ce rapport à la difficulté de trouver, hors de tout doute, la vérité. La vérité qu'on aime, dite scientifique, là. Ouais. Ou les limites dans le cadre. Ou les limites. Ouais. Puis pour revenir au territoire, bien, c'est certain que le jour où on trouve un territoire qui nous sied, un territoire qui nous comble, puis ça peut être vraiment une rue à Montréal, là, qui est le territoire qui va nous gonfler de joie, là, ça, c'est indubitable. Moi, c'est pas mon territoire à moi, mais en même temps, je dois plus que respecter ça, là. Mais si quelqu'un ne trouve jamais son territoire, si quelqu'un est toujours à côté de son territoire... Ben, c'est là, passer à côté de sa vie ou de ses vies. oui, c'est puis en de ça même temps, dont ben on là, tu sais, on peut comprendre que quelqu'un devient alcoolique à 36 ans parce que là, il a trop été longtemps à côté de son territoire. C'est que là, il est toujours en train de mettre des baumes sur cette sensation qu'il est à côté de sa vie et de son territoire. Ouais. C'est que du monde qui trouve leur territoire en vagabondant, il y en a qui se le font. Puis en même temps, je pense pas qu'on puisse se faire imposer un territoire. L'imposition d'une règle qui dit, là, tu vas être bien, mais là, écoute-moi, là, c'est dans ton appartement, dans ta rue, mais à l'abri, confortable, parce que le mot douillet revient souvent dans ces années-ci, là, dans le monde contemporain riche, là. Soyez à l'abri dans votre appartement confortable. Aïe, aïe, moi, j'ai de la misère avec ça. Bien, on sent qu'à l'intérieur de Non, je ne mourrai pas, ce qui est beau, c'est d'aller, en fait, c'est à l'intérieur de notre territoire, dans ce qu'il y a de plus fragile aussi. Moi, c'est ce que j'ai lu beaucoup. Et que même à travers un chemin qui peut sembler être le plus souffrant, on trouve la lumière et ce qu'il y a de plus beau, finalement, à l'intérieur de nos territoires, parce qu'on a plus qu'un territoire aussi. Oui, c'est tout à fait. Ouais, ça me touche beaucoup, ce que tu dis. Puis en même temps, je ne veux pas insister trop, là. Je ne veux pas paraître comme un maniaque, mais si on nie la souffrance, si on nie la réalité de la souffrance relative, bien, on nie beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a du monde qui font du sport, là. Moi, j'ai un fils qui fait de l'Ironman, là. Courir 125 km en 22 heures, là, il faut vraiment jouer avec sa souffrance. Moi, j'ai plus que du respect. Moi, je pourrais faire ça, puis je ne veux pas le faire, puis je ne serais pas capable. Là, mais pourquoi des gens veulent vivre ça? Là? C'est juste pour se dépasser, pour passer dans le journal? Non. Ils sentent bien qu'il y a un rapport extrêmement de grande qualité. Et puis évidemment, ben là, mais c'est certain que c'est intéressant. J'ai jamais beaucoup réfléchi à ce point, à ces nombreux territoires. C'est que si on veut parler de littérature, là, probablement que les grands textes, comme les grands auteurs, ceux qui nous meuvent, nous permettent d'être dans des territoires. Moi, j'aime, par fantasme, ça fait longtemps que je rêve de la Sibérie.
C'est que j'aime beaucoup les auteurs russes. Comme moi, mon Jean-Sébastien Bach, à moi, c'est Dostoïevski. Là. Je lis Dostoïevski, je fais lire Dostoïevski. Mais ces années-ci, mon fantasme où je ne suis pas allé encore, c'est la Sibérie. Pourquoi? Ben là, j'imagine qu'il y a une zone de toundra assez importante en Sibérie. Là. Puis j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, qu'avec ce que j'ai lu, des auteurs russes, là, comme, puis c'est souvent des auteurs qui ont parlé du goulag, comme l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, mais voici un territoire où il me semble que je pourrais vagabonder avec beaucoup de liberté et beaucoup de joie, même si c'est pas facile. La Sibérie, au mois de janvier, on sent que... Est-ce que c'est pire qu'à Guadix au mois de janvier? Mais est-ce qu'on a le goût de ne pas y aller pour autant? Ben voilà, nouveau territoire. Oui, il faut y aller pareil. Mais je fais des blagues, là, mais c'est certain que la base Côte-Nord, au mois de janvier... c'est un appel. C'est un Sibérien. Hein? C'est assez sibérien. Sibérie. Un appel, certainement, pour vous, pour d'autres aussi. Oui. Jean Désy, merci 1000 fois. Ça m'a fait plaisir. La prochaine fois, 3 heures de temps. Ouais. Merci. Merci beaucoup, chère.